Bonjour, bonjour à tous. Tout d'abord, désolé pour ce petit départ de démarrage. En général, on est vraiment ponctuel, on démarre pile à 11 heures, mais je vous avoue, on a un souci avec un de nos deux intervenants qui doit nous rejoindre de façon imminente. On l'a attendu un petit peu et on s'est dit, allez, on démarre. Donc voilà l'explication de ce début un petit peu en retard. Donc, bienvenue à cette webconférence intitulée Plan communaux de sauvegarde, les PCS, c'est comme ça qu'on va les appeler, avec la question de sont-ils adaptés aux pandémies. Webconf organisée par VK en partenariat avec SMAC l'assurance. Et pour un certain d'entre vous, déjà, je tiens à souligner que vous êtes déjà plus de 450 inscrits, donc on est ravis, c'est un très bon score pour nous. Donc, on voit l'actualité et l'importance du sujet. Donc, comme je vous disais, cette thématique d'aujourd'hui est j'ai envie de dire, un prolongement d'une précédente webconf qui s'était tenue le 3 décembre dernier et qui était sur les risques majeurs et comment rendre plus opérationnels les PCS. Donc, c'était un sujet assez large. Et donc, c'est vrai qu'on n'avait pas pu tout traiter. On avait vraiment abordé super rapidement la situation de la crise sanitaire et comment le PCS pouvait être un outil utile. Donc, c'est vrai, d'où l'idée pour nous d'avoir organisé une autre webconférence spécifiquement sur la question de la crise sanitaire et plus globalement des pandémies, de savoir si le PCS était adapté pour gérer ce type de crise. Parce que c'est vrai que le PCS, bon, on va le voir dans un instant avec un de nos intervenants, perd beaucoup les risques majeurs et particulièrement les risques majeurs naturels. C'est vrai que la dernière fois, on avait beaucoup parlé notamment du risque inondation. Mais c'est vrai que c'est un outil qui a un spectre très large sur tous les risques majeurs, donc également les risques technologiques, voire même les risques terroristes et évidemment les risques sanitaires. Donc c'est théoriquement dans son focus de traiter ces questions. Donc peut-être juste un mot sur cette précédente webconférence. Je sais qu'un de nos François Gianocaro, un de nos deux intervenants, va revenir dessus d'ici un instant. Mais c'est vrai qu'on avait beaucoup insisté sur l'importance d'avoir un PCS et surtout qu'il soit opérationnel. Opérationnel, ça veut dire que c'est pas juste un document qu'on fait à un moment et qui existe et qui, sans vouloir être désagréable, qui est mis dans un placard, mais il a besoin d'être mis à jour régulièrement, d'avoir des entraînements et François Gianocaro insiste beaucoup là-dessus, que ça soit vraiment une démarche managériale, c'est un terme qu'il emploie souvent, et vraiment interservice, que ça fasse partie de la culture de la collectivité de façon quotidienne. C'est important parce que les chiffres de prime abord sont plutôt rassurants. 12 000 communes sont censées, il y a même une obligation pour elles d'être dotées d'un plan communal de sauvegarde, et à ce jour, 80% remplissent cette obligation. Donc, de prime abord, on se dit que c'est plutôt un chiffre bon, mais comme je disais à l'instant, après, toute l'idée de savoir ce qu'on en fait et si on l'utilise bien. Précédente webconf, on avait le député Fabien Matras qui était là et on avait vu sa proposition de loi qui devrait être examinée bientôt à l'Assemblée sur le sujet de la sécurité civile, et un de ses articles propose d'avoir une création obligatoire de plans intercommunaux de sauvegarde dans les intercommunalités où au moins une commune est soumise à un PCS. C'est vrai que lors de cette dernière webconférence, on s'était bien rendu compte que très souvent, cette échelle intercommunale est utile parce qu'au-delà d'une mutualisation de moyens, c'est également aussi un bassin d'emploi. On parle souvent de bassin d'emploi pour les intercos, mais également un bassin de risque. Donc voilà, il y a une cohérence. Comme on a déjà pris un peu de retard, je vais essayer d'accélérer un petit peu. Je vais vous présenter tout de suite nos deux intervenants. Donc, un intervenant dont j'ai déjà parlé, que vous connaissez pour ceux qui étaient présents le 3 décembre, c'est donc François Gianocaro, qui est directeur de l'IRMA. L'IRMA, c'est l'Institut des risques majeurs de Grenoble, donc qui est un organisme qui fait référence en la matière, qui est un organisme agréé de formation, qui réalise un certain nombre de guides, donc pour le ministère de l'Intérieur et la Direction générale de sécurité civile, mais également des guides avec notre partenaire SMAC l'assurance, et il nous dira un mot sur un guide qui sort actuellement spécifiquement sur le PCS. Donc, second intervenant, il vient de nous rejoindre et j'en profite pour le saluer, donc Arnaud Viala,
Vous êtes Bonjour. député de l'Aveyron. Je sais que dans vos différentes fonctions, vous êtes un spécialiste des questions de sécurité civile et notamment, vous avez été 2 fois rapporteur du volet sécurité civile du projet de loi de finances. Je tiens à préciser aussi que vous avez une expérience, vous êtes toujours élu local au jour d'aujourd'hui, mais cumul des mandats oblige, vous ne pouvez plus avoir des fonctions exécutives locales, ce que vous regrettez peut-être, mais vous avez eu un certain nombre de mandats, vous avez été maire, président de comité de communes, vice-président du conseil départemental, donc on a vraiment un parlementaire qui connaît bien la vie locale et les mandats locaux. Ça me paraissait important de le préciser. Et parmi vos nombreuses fonctions à l'Assemblée, vous êtes notamment vice-président de la délégation de l'Assemblée aux collectivités territoriales et à la décentralisation. Donc, je propose de donner tout de suite la parole à François Giannoccaro. J'ai oublié de vous préciser que le but de cette webconf, c'est aussi de vous donner la parole. Donc, vraiment, n'hésitez pas à poser des questions. J'en prendrai le maximum que je poserai à nos intervenants. Et juste, vous devez le voir à l'écran, mais je vous le précise, c'est en haut à droite de votre écran, il y a une fenêtre questions. Et voilà, il suffit d'aller sur cette fenêtre pour pouvoir poser vos questions. Donc, vous pouvez démarrer tout de suite. Donc, François Giannoccaro, je vous donne la parole tout de suite. Donc, comme je le disais, on va revoir un petit peu des choses qu'on avait traitées le 3 décembre. Donc, ça, on va le revoir rapidement, mais c'est peut-être important pour quand même de redire quelques mots de cadrage du PCS. Et après, on rentrera dans notre sujet et de voir effectivement s'ils sont adaptés ou pas, ou j'ai envie de dire adaptés ou peut-être utilisés, parce que pas adapté, on a l'impression que l'outil est inutile pour une pandémie. On a quand même envie de répondre avant de rentrer dans le détail, plutôt oui. Donc ça, vous rentrez là-dessus. Et l'idée de savoir si on peut utiliser le PCS ou s'il faut utiliser un autre dispositif, voire en créer un autre. Je vous cède la parole. Ah. Eh bien, bonjour à tous. Je salue le député Viala, je salue tous les participants, je salue mes administrateurs qui nous écoutent et également notre partenaire SMACL avec lequel je présenterai une petite publication sur le plan communal de sauvegarde. Donc la problématique est claire aujourd'hui, elle est dans la continuité, vous le disiez, de la session du 3 décembre. Slide suivant, merci. Je rappelle très rapidement, en quelques mots, quel est le rôle de notre association. Loi 1901 qui a été créée en 88, c'est d'accompagner les territoires dans leur préparation à faire face à des situations critiques. J'entends les publics cibles que sont les populations, mais également les responsables et décideurs locaux. Et très tôt, on a réfléchi sur des outils qui leur permettaient de planifier la réponse de la sauvegarde en appui à la réponse verticale dite hors sec des préfets, puisque les maires, vous le savez, ont des pouvoirs de police, plus pratiquement des références aujourd'hui qui sont le référentiel de spécification technique des plans communaux de sauvegarde. On a co-rédigé avec le ministère en charge de l'Intérieur, des guides d'exercice et un dernier d'actualité, on en dira un mot, sur le volet spécifique pour faire face aux inondations dans le cadre des plans communaux de sauvegarde. Aujourd'hui, et je remercie les 330 collectivités qui adhèrent à l'IRMA, je lance un appel. J'invite l'ensemble des collectivités qui nous écoutent à adhérer à l'IRMA. Vous avez droit à un ensemble de services d'information qui sont hebdomadaires et c'est plus de 80 informations qui vous arrivent dans l'année. Slide suivant, merci. Donc l'originalité de la structure, c'est son conseil d'administration qui regroupe les personnalités morales, historiquement en Isère, qui traitent de la gestion administrative des risques naturels et technologiques, avec comme ambition première accompagner les territoires dans la montée en compétence des responsables et décideurs locaux pour faire face à des situations critiques. Et très pratiquement, on a développé tout un bouquet de formations, il est présenté là, et ça permet aux acteurs du territoire de se saisir d'un parcours de formation territorialisé à la carte qu'ils choisiraient de manière à favoriser cette montée en compétences avec une originalité. Vous l'avez signalé Philippe, le souhait, la volonté, la détermination que nous avons côté IRMA
que de voir se généraliser les entraînements et les exercices, et on a créé une cellule mobile d'appui aux entraînements et aux exercices qui permet concrètement d'accompagner les maires, leurs équipes à s'entraîner à faire face à des situations critiques. Slide suivant, merci. Juste une petite question, les formations s'adressent autant aux élus locaux qu'aux agents territoriaux? Tout à fait. Les publics cibles sont les acteurs économiques. On fait également des entraînements sur des plans de mise à l'abri, à la marge. Pour autant, le public cible premier, c'est celui de la formation des élus. Depuis 2008, on a formé plus de 10 000 élus. Et la cellule mobile d'appui aux entraînements et aux exercices a pu opérer ces 2 dernières années. On a fait une centaine d'entraînements pour près de 1600 responsables et décideurs locaux qui ont été qui se sont investis dans ces entraînements. Donc, tout ça avec des partenariats, le département d'Isère, le conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes et des intercommunalités. Je cite également SMAC qui nous soutient dans ces opérations d'acculturation. Vous avez là le plan de mon intervention. On va faire rapide. Le plan communal quand même pour contextualiser sur une première partie. La seconde partie, j'ai fait un exercice, je suis allé voir quelles étaient les pratiques qu'avaient développées les collectivités pour faire face à la situation du Covid. Dit autrement, la mise en œuvre territoriale d'une série de mesures pour accompagner les administrés, les populations face à cette situation. Et dans une troisième partie, on verra que c'est un vrai questionnement que de s'interroger sur le plan communal de sauvegarde et son essence même, à savoir un dispositif qui permet à la collectivité de réfléchir à la fiabilité de son organisation en situation dégradée. L'enjeu étant de pouvoir se saisir des outils qui ont été réfléchis dans le cadre de la démarche de mise en place du plan communal de sauvegarde ou de son maintien opérationnel, et que ces outils-là concourent à satisfaire à des agressions qui peuvent survenir sur le territoire, que ce soit des risques naturels ou technologiques, ou comme on le voit avec cette situation sanitaire qui perdure. Merci, slide suivant. Donc, slide suivant, merci pour la première partie. Et vous avez un petit guide, et j'attire l'attention parce que souvent, lorsqu'on est dans une collectivité, on souhaite attirer l'attention de nos équipes municipales renouvelées et on cherche toujours le support ad hoc qui permet en quelques pages de mobiliser les élus sur cette problématique de leur responsabilité en matière de gestion des situations de crise. Et vous avez un guide qui sera prochainement téléchargeable sur les sites de l'IRMA, de SMAC, qui en est à l'initiative, notre partenaire, et je vous invite à en prendre connaissance et ça vous évitera d'écrire des choses qui sont synthétisées et illustrées dans ce guide pour sensibiliser vos conseils municipaux et vos collaborateurs. Slide suivant, merci. Alors, plutôt qu'un long texte, je vous propose qu'on voit une petite vidéo qui va présenter qu'est-ce que le plan communal de sauvegarde, et on se retrouve dans 2 minutes 30. C'est une vidéo qui a été réalisée en partenariat avec le PTB Seine-Grand Lac, en zone francilienne, et sa marque Epicène, de manière à sensibiliser responsables et décideurs locaux sur ce qu'est le plan communal de sauvegarde. À tout de suite. Merci. Le plan communal de sauvegarde, PCS, un outil indispensable face aux risques. Une commune peut être confrontée à diverses situations de crise. Par exemple, un épisode neigeux intense, un accident industriel ou une inondation. Le maire étant directeur des opérations de secours sur son territoire, il doit alors informer les populations des risques encourus, les alerter, leur transmettre les consignes à suivre et mettre en place des mesures pour les sauvegarder. Pour cela, il peut s'appuyer sur le plan communal de sauvegarde ou PCS. Le PCS est un outil opérationnel destiné à organiser la réponse communale pour faire face à diverses situations de crise. Obligatoire dans les communes soumises à un plan de prévention des risques approuvé ou à un plan particulier d'intervention,
Il est cependant fortement recommandé dans toutes les communes. Ils permettent aux maires, aux élus et aux agents municipaux de prévoir une organisation communale de crise, d'anticiper les mesures à prendre à chaque étape, de fixer les priorités et de formaliser les procédures à suivre pour coordonner efficacement les moyens déployés sur le terrain pendant et après un événement. La rédaction du PCS se fait sous l'autorité du maire. Tous les services communaux doivent être impliqués, de même que différents partenaires comme la préfecture, les sapeurs-pompiers, la police et la gendarmerie nationale, les associations agréées de sécurité civile, les établissements publics de coopération intercommunale ou encore les communes avoisinantes qui seront probablement sollicitées si le PCS est déclenché. La démarche nécessite plusieurs mois de travail, mais elle permet de développer les bons réflexes et d'assurer la cohérence d'action entre équipes municipales. Validé par arrêté municipal et mis à jour tous les 5 ans, le PCS décrit les risques et les vulnérabilités locales, définit les modalités d'alerte et d'information de la population et recense les moyens humains et techniques disponibles. Il comprend aussi le document d'information communale sur les risques majeurs, dit CRIM, ainsi que les modalités de mobilisation de la réserve communale de sécurité civile, si elle existe. L'organisation régulière d'entraînement et exercices de gestion de crise est recommandée pour vérifier la connaissance des procédures et outils du PCS, améliorer ces derniers et actualiser les contacts. Opérationnel, modulable et adapté aux besoins locaux, le PCS est un outil vivant qui permet de se préparer à tout type de risque, notamment le risque inondation. Préparez et opérationnalisez votre PCS avec les outils et formations d'Epicène et de l'IRMA. Merci. On va revenir sur le slide numéro 9, s'il vous plaît. Donc, très pratiquement, nous l'avons vu dans la situation que nous vivons avec le Covid, la gestion d'une telle situation se fait en France, et c'est une pratique avec une réponse organisée au plus haut niveau, à savoir l'État. Et lorsque l'événement est survenu en début d'année 2020, ça fait à peu près une année, très rapidement, des voix se sont élevées et elles ont fait apparaître que l'État, face à cette situation, ne pouvait pas faire tout. Et beaucoup de parlementaires, de collectivités ont fait remarquer dans cette première phase de la crise qui a eu lieu entre le 27 janvier et le 27 mars 2020, que l'action était très centralisée, très verticalisée, et que localement, les maires se retrouvaient plus à écouter les préfets, leur expliquer, leur traduire ce que les ordonnances leur demandaient de faire, que dans une réalité de coordination avec les préfets. Ça illustre le transparent que je vous présente là, à savoir que dans une telle situation, bien entendu, les collectivités ne sont pas seules au monde, elles gèrent la mise en œuvre territoriale d'une série de mesures qui ont été diligentées dans cette réponse verticale relevant au plus haut niveau du Premier ministre et à un moment donné, par les préfets de département, à partir du 2 avril 2020, la commission Castex, et en accord avec le Premier ministre de l'époque Castaner, recommande une mise en œuvre des opérations territoriales à travers le couple préfet de département, maire pluriel. Et c'est là que véritablement on voit les maires se saisir de la situation et alors qu'ils étaient à l'écoute, être force de proposition, et ils ont été un maillon essentiel. Donc dans ce slide, voyez-y la nécessaire gestion territoriale de la situation, le tout, vous l'avez vu, dans une verticalité et des instructions qui descendaient du Conseil interministériel des crises à partir du 20 mai 2020. Slide suivant, merci. Donc, le plan communal de sauvegarde, dans son outil,
doit permettre de traiter de deux choses. Et si je fais le parallèle à la situation Covid, c'est la mise en œuvre des opérations qui, là, pour le coup, touchait l'ensemble du territoire. L'ensemble du territoire était vulnérable et il a fallu que l'organisation communale eh bien, s'adapte face à une situation qui pouvait être dégradée au regard eh bien, des déséquilibres qu'on pouvait avoir dans les effectifs pour mettre en œuvre l'ensemble des mesures que supposait la gestion du Covid au niveau local. Quand je dis l'ensemble des mesures, il est clair qu'il faut bien avoir à l'esprit qu'en France, sur les 35-36 000 communes qu'on a, on a plus de 30 000 communes qui sont de moins de 2 000 habitants, avec cette réalité d'avoir des effectifs qui sont réduits. Hein. On est à 33 000 communes de moins de 5 000 habitants, c'est une réalité. Et la capacité à mettre en œuvre les opérations, on l'a vu rapidement au niveau local, les maires ont dû se saisir d'une implication civile et citoyenne spontanée qui a apporté un concours dans la réponse de certaines opérations qui ont été mises en œuvre. Le plan communal, c'est un outil d'aide à la décision du maire, de l'équipe municipale, qui réfléchit à un ensemble d'outils pour gérer d'une situation. Et l'idée du propos, c'est de montrer qu'un ensemble d'outils ont pu être mis en œuvre. À la question, est-ce que vous avez mis en place le plan communal pour gérer le Covid? Beaucoup de collectivités ont dit non, mais pour autant, elles n'ont pas pris la mesure des outils qu'elles avaient réfléchis dans le cadre du plan communal de sauvegarde et dont elles se sont saisies pendant la gestion de l'événement, hein, et encore maintenant. Le plan communal concourt à informer les populations par différents canaux, on le verra, et bien sûr, l'enjeu, c'était pour le Covid de soutenir la population. Slide suivant, merci. J'ai fait je vous laisse la parole, Philippe, pour la question. La petite question qu'on voulait vous poser pour prendre un petit peu le pouls, c'est avez-vous utilisé certains outils de votre PCS? C'est vrai que notre idée, c'était pas de poser sur le PCS en tant que tel, mais de rentrer peut-être sur certains outils. Donc, par exemple, une cellule les cellules de crise ou le tableau de bord opérationnel. Donc, je reviens sur la question, excusez-moi, avez-vous utilisé certains outils de votre PCS pour gérer la crise sanitaire? Donc, vous voyez, c'est très binaire, c'est oui ou c'est non, et ça nous donnera une idée un petit peu pour nos intervenants. On va voir très rapidement les réponses. Ah oui, c'est quand même assez révélateur. Oui, 36, non, 64. Ça confirme dans une précédente webconférence sur le Covid et la gestion de crise, où on voyait que le PCS était quand même mal connu. Et souvent, l'idée, c'était de se dire, c'est pas adapté pour gérer une crise sanitaire. Donc, ça rejoint un petit peu ces chiffres. On voit, ça conforte l'idée de notre webconférence d'aujourd'hui, qu'il faut Philippe, et avoir peut-être de l'adapter, comme vous disiez. Si j'avais interprété la réponse, c'est que la tendance, c'est d'imaginer que la réflexion plan communal de sauvegarde est une finalité documentaire. Il en est tout autre, c'est vraiment une démarche. Et vous le disiez en introduction, la réalité, elle est managériale. L'enjeu, c'est de fiabiliser l'organisation, le facteur humain à faire face à une situation qui est susceptible de se dégrader face à un événement prévisible dommageable potentiellement, ou face à un phénomène à cinétique lente, et là on est dans une situation qui est somme toute à cinétique lente, on voit venir, mais qui demande à mettre en œuvre une série de dispositions. Situation... Je vous interromps, le chiffre ne vous surprend pas? Non, parce que la tendance, c'est d'imaginer que la finalité est documentaire, mais pour notre institut, l'enjeu, vous l'avez compris, et c'est le prisme de mon discours, hein, c'est de préparer le facteur humain à faire face à des situations dégradées sur des territoires dans l'appui à la réponse verticale du préfet, hein, puisqu'on est sur des questions de sécurité civile, et l'enjeu, c'est bien entendu sur les territoires de faire en sorte qu'on implique les citoyens dans le dispositif. On va le voir. L'exercice que j'ai fait dans cette partie, c'était de voir globalement quelles avaient été les missions à l'initiative des maires qui ont pu être mises en œuvre face à cette situation du Covid. Merci pour le slide. Suivant.
Donc, le parti pris, c'est d'avoir un peu de texte, mais ça vous permettra d'avoir un support autoportant dans le cadre du replay. Et vous avez vous là, pouvez le retrouver, donc ne voilà, soyez pas frustrés hein, si vous ne voyez pas tout. voilà. Donc, on voit que du 17 mars au 11 mai, on a eu un ensemble d'actions qui ont été menées par les maires. Hein. D'abord, l'implication civile et citoyenne spontanée. Hein. À l'évidence, des appels à candidature ont eu lieu dans beaucoup de collectivités pour accompagner la mairie dans cette mission de solidarité et d'entraide. Ravitaillement, écoute, soutien des personnes vulnérables. Il s'est agi également d'hommes au travail. Hein, et il a fallu sécuriser les agents des collectivités, les élus qui étaient exposés à la situation. Bien évidemment, le maintien du service public qui était une réalité, hein, qui, pour beaucoup de collectivités, les ont amenés à mettre en œuvre leur plan de continuité d'activité, de manière à maintenir le service public, les ont amenés à réfléchir aux modalités de gestion des effectifs au cas où la situation Covid affecterait les agents. Donc, c'est les zones exposées au travail, mais c'est également la relève et une réalité de confinement qui a amené à travailler de manière dégradée pour maintenir le service public avec la visioconférence, le télétravail qui est devenu dominant dans la gestion quotidienne des collectivités au niveau du travail des agents. Bien entendu, l'information et la communication a été essentielle, le maire étant un relais des dispositions nationales qui ont été diligentées, hein, et il a fallu eh bien, expliquer. Beaucoup de collectivités ont joué le rôle qu'il était attendu de leur part, à savoir de la pédagogie sur les mesures barrières, et également eh bien, attirer l'attention sur les dispositions qui ont pu être mises en place quant au confinement, hein, à savoir la surveillance qu'il y a pu y avoir des voies publiques. Des anecdotes, une intéressante en secteur rural, des maires ont dû négocier avec les banques pour approvisionner les distributeurs d'argent liquide, hein, pour pouvoir aller permettre aux habitants de faire commerce. Hein. Slide suivant, merci. Donc on voit un ensemble de missions qui demandent quand même une certaine préparation. Sur la seconde phase, à partir du 11 mai, on se retrouve dans un contexte qui est particulier. Des élections municipales, un entre-deux tours qui amène une ordonnance et qui demande un maintien de l'équipe municipale qui était en place sur le mandat 2014-2020 pour maintenir l'action et notamment face au Covid. Particularité locale, gouvernance de crise dans certaines collectivités où les équipes qui ont été renouvelées dès le premier tour ont dû composer avec les anciennes équipes et un rôle déterminant qu'ont pu avoir les associations nationales d'élus, l'AMF, la MRF, qui étaient en discussion directe pour travailler, négocier ce que pourrait être le relèvement des collectivités dans la phase de déconfinement. Il y a 9 thématiques qui ont été préparées et l'enjeu de la réflexion, ça a été d'amener véritablement l'État à prendre la mesure du rôle des collectivités qui devaient adapter à l'échelon local ces dispositions sanitaires qui sont listées de la garantie de la sécurité sanitaire à la réouverture des écoles, l'ouverture des espaces publics, autant d'actions qui n'étaient pas simples à mettre en œuvre dans le cadre d'une logique de déconfinement et avec du recul, on le voit aujourd'hui, qui reste d'actualité. Hein. Et puis au-delà, c'est depuis fin janvier 2021 l'accompagnement que les collectivités doivent faire de la campagne de vaccination qui va prendre encore un coup d'accélérateur puisque, par exemple, dans l'Isère, le préfet de l'Isère s'exprimait ce matin, les médias relayaient, où on attendait de la part des collectivités un appui territorial pour augmenter encore la possibilité de mettre en place des centres de vaccination. Slide suivant, merci. Alors, tout ça pour dire quoi? Oui. Je vous interromps juste un instant parce que malheureusement, le temps court comme d'habitude très vite. Je vais vous demander si c'est possible d'avoir une petite accélération parce qu'on a pas mal de questions qui tombent mais qu'on ait le temps de les poser. Excusez-moi, François.
Parmi les outils, donc je ne vais pas parler du plan communal, mais des outils qui sont dans le dispositif et qui, selon le regard de notre institut, ont été mis en œuvre, certains sans en mesurer, sans en avoir pris conscience. C'est la cellule de crise. Hein. Très rapidement, beaucoup de collectivités, également en secteur rural, ont armé une cellule de crise. Vous avez là l'ensemble des dispositifs, des fonctions support de l'organisation communale qui ont été utiles pour faire face à la situation. Bien sûr, une fonction de coordination de décision. L'intérêt de la cellule de crise, c'était bien ça, que de se coordonner, de mettre en œuvre les décisions. Mais c'est la fonction support et l'ensemble des services qui concourent au soutien à la population qui a été mise en œuvre avec, bien sûr, la communication et la logistique qui était en appui des missions dont s'étaient saisis les maires. Merci pour le slide suivant. Et là, sur ce slide, vous avez l'ensemble des outils à travers les échanges qu'on a pu avoir au niveau de notre institut avec les collectivités, dont on a et ceux qu'on imagine pouvant être utiles pour ce genre de situation. Le poste de commandement communal, alors bien entendu, on n'est pas sur une situation critique à un instant T, et dans la durée, cette cellule de crise s'est traduite par des réunions de synthèse, des comités de direction pour mettre en œuvre les décisions qui avaient été prises. Le dispositif d'astreinte hebdomadaire et de relève qui a permis de gérer les effectifs entre le télétravail et le maintien du service public en présentiel, la main courante qui a permis également d'avoir un peu comme la boîte noire de l'avion, hein, une vision de la situation et un carnet de bord sur la mise en œuvre des opérations. Certaines collectivités, je salue le général Vernou qui nous écoute, je sais que le tableau de bord opérationnel lui tient à cœur et il est clair qu'un tableau de bord comme le compteur de la voiture est intéressant parce que ça nous permet de suivre les indicateurs important sur la collectivité, le nombre de personnes qui sont prises en charge, qui doivent être approvisionnées, et ça permet pour n'importe qui rentre dans une cellule de crise ou dans la salle dédiée d'avoir des informations, et notamment au moment des relèves, pour savoir où on en est. La réserve communale de sécurité civile, quand elle existe, c'est le cas sur la commune de Fourques, son ancienne adjointe en charge de ces questions de risques majeurs se faisait l'écho dans les médias qu'elle avait été utile pour favoriser l'implication civile et citoyenne, et notamment dans le cadre de l'assistance aux personnes vulnérables. En ville, c'est le cas de la ville de Grenoble, on a eu des cellules d'information du public qui ont tenté de vulgariser, rendre intelligibles les messages de pédagogie qu'il fallait rendre auprès des habitants qui se questionnaient. Hein. La distanciation a amené également en secteur rural à se saisir de locaux adaptés qui avaient été réfléchis dans le cadre du plan communal de sauvegarde pour accueillir les enfants des soignants, des forces de l'ordre. Autant de dispositifs fonctionnels liés à l'organisation du plan communal qui ont été utiles pour favoriser l'accueil. Bien sûr, tout au long de l'événement et encore aujourd'hui, l'information et la communication via les réseaux sociaux a été essentielle. Des difficultés qu'on l'a vu, hein, avant que la commission scientifique ne se relève, eh bien, on va y aller. Et je terminerai sur le plan de continuité d'activité et puis le document unique dont les collectivités ont dû se saisir également pour l'évaluation des risques des hommes au travail, des femmes au travail. Hein. Voilà, slide suivant, et je terminerai. Merci. Donc, une autre petite question sondage, liée directement au thème de notre webconférence. Faudrait-il un volet spécifique pandémie dans votre PCS? Évidemment, on s'adresse aux personnes qui sont déjà dotées d'un PCS. Et vraiment, François Giannocaro, je vais vous demander de faire vraiment court parce qu'il est déjà presque midi moins le quart. Le temps court. J'aimerais donner la parole aussi à Arnaud Viala. Faudrait-il… Oui, 80. Bah, c'est une réponse massive. C'est à l'évidence une réalité et je la contextualise. Aucune surprise, c'est une réalité. Je pense que nos interlocuteurs, ceux qui nous écoutent, ont compris que le plan communal permettait de préparer l'organisation. Il faut définir la partition. Slide suivant, s'il vous plaît. Le dernier. Donc voilà, là, merci. Donc, on le voit, réfléchir à un volet spécifique pandémie dans les plans communaux de sauvegarde, à l'instar, slide suivant, merci,
de ce qu'on a pu faire sur la problématique inondation en France. On vient de publier avec les partenaires qui sont cités là un volet spécifique qu'il faut réfléchir sur les plans communaux de sauvegarde. Slide suivant et je terminerai. Et l'enjeu demain, c'est de réfléchir à l'ensemble des dispositions de mise en œuvre des opérations qui concourent à faire face à une situation de pandémie. Et vous avez là listé les missions premières qu'on a pu identifier de cet état de l'art, des bonnes pratiques que les collectivités avaient mis en œuvre. Également, éléments qu'on a retrouvés dans le plan national de prévention et de lutte pandémie grippale d'octobre 2011, où il y avait des bonnes pratiques qui avaient été signalées pour le rôle des collectivités en matière de soutien à la réponse verticale hors sec et dont on ne s'est pas suffisamment saisi. Je vous laisse les découvrir et dans le replay, vous aurez le support. Voilà, merci. Merci beaucoup à vous. Arnaud Viala, je vais peut-être vous demander une première réaction. C'est vrai qu'on est rentré dans le détail de cet outil qu'est le PCS et de voir, bon, on avait déjà eu premiers indicateurs que c'était un outil qui avait été peu utilisé en tant que tel sur la crise sanitaire. Donc peut-être une présentation et je pense je vous ai entendu à plusieurs reprises dénoncer un petit peu la gestion de l'État, surtout au début, encore aujourd'hui, je pense, mais notamment ce que disait François Giannoccaro, une organisation extrêmement verticale où les collectivités étaient très peu associées, c'est le moins qu'on puisse dire. Bonjour et merci beaucoup. Pardonnez-moi d'abord pour mon retard à l'allumage, mais j'étais retenu par un petit mouvement d'hommage là à Olivier Dassault. Moi, mes premières réactions, je vais en faire trois. La première, c'est que je pense que cette pandémie a tétanisé le pays tout entier et les collectivités, et que donc le premier réflexe n'a pas été de se retourner vers des méthodes cadres, des procédures établies dans le cadre du PCS ou des autres plans de prévention des risques qui environnent ça. La première réaction partout, ça a été passer la surprise d'avoir recours au bon sens. Donc, globalement, plutôt que de mobiliser des procédures a fortiori, dans une période où très rapidement, les gens se sont retrouvés coupés les uns des autres, eh bien, on a fait appel au bon sens et on a, je dirais, agi un peu de manière instinctive et intuitive partout, quelle que soit d'ailleurs la taille des collectivités. La deuxième remarque que je voudrais faire, et la présentation à laquelle on a assisté l'illustre parfaitement bien, c'est que finalement, les PCS, ils ont été élaborés chemin faisant suite à des événements. Et je pense que le déclencheur, enfin moi j'avais suivi ça de très près puisque c'est ma région principale, a été l'explosion de l'usine AZF. Donc, en fonction d'événements particuliers qui avaient créé des problématiques tout à fait inédites, on a élaboré le cadre qu'est le PCS. Manifestement, la pandémie échelle mondiale telle que nous venons de la vivre ne faisait pas partie des référentiels qui avaient permis d'élaborer les PCS. Et donc, moi, je suis pas du tout surpris de voir le sondage, le résultat du sondage qui dit qu'il faudrait ajouter en gros la case pandémie dans les PCS parce que ça y est pas vraiment, même si initialement, lorsqu'on a élaboré les PCS, on disait il faut aussi que ça puisse répondre à des risques sanitaires majeurs. La réalité, c'est que tant que le risque n'est pas arrivé, malheureusement, on le traite beaucoup moins. Tant qu'on n'a pas été confronté à la situation, malheureusement, on ne déploie pas les outils qui permettent de s'y confronter. Et la troisième remarque que je voudrais faire, c'est qu'effectivement, c'est lié d'ailleurs aux deux premières, la gestion en France de cette pandémie, elle a été extrêmement verticale. Et moi, vous l'avez souligné pour avoir été et être encore élu local, j'ai pu constater à quel point finalement le niveau de décision était quasiment toujours parisien, ministériel, avec la courroie de transmission du préfet, mais l'élu local était plutôt soumis à l'attente qu'à l'action. Je prends un exemple, les écoles, parce que ça a été finalement des premières difficultés qu'il a fallu gérer. Comment on maintenait nos enfants dans les écoles dans la situation tout à fait angoissante qu'on connaissait.
eh bien, on a passé des heures et des heures dans des réunions avec des personnels de l'éducation nationale sur lesquels les élus locaux n'ont pas d'autorité et des personnels des collectivités territoriales qui les accompagnent au quotidien, pour finir par dire, bon, on va attendre que le protocole arrive. Et le protocole, il était édité par l'éducation nationale. Donc, on était vraiment dans quelque chose qui Très échappait vertical. à la maille du PCS. Et juste une petite question, parce que comme je vous disais, on avait beaucoup abordé lors de la précédente webconf avec votre collègue Fabien Matras, le besoin d'une échelle intercommunale. Donc, comme je disais tout à l'heure, le bassin de vie, en l'occurrence le bassin de risque. Donc, un peu votre point de vue dessus. Et j'ai envie aussi même l'articulation avec le département. Je pensais pas le département au côté service de l'État, mais au côté collectivité. Est-ce qu'il a un rôle à jouer aussi également, selon vous? Alors, d'abord, je travaille beaucoup avec Fabien Matras sur les questions de sécurité civile, donc je connais exactement la disposition que comporte son texte. Moi, je n'ai pas d'objection au fait qu'on lisse ça au niveau intercommunal, à supposer que ça se fasse sur la base du volontariat des communes. Parce que chaque situation est singulière, et je crois que le degré de proximité qu'exige la situation de crise avec les concitoyens doit quand même laisser le maire, les élus municipaux au premier niveau. Donc, c'est à regarder de très près. Le département, oui, puisque le Je vous département, interromps, mais en termes de moyens, dans sa proposition de loi, il est bien précisé que le maire reste responsable pour réaliser justement le PCS sur les territoires de sa commune. Donc, le côté intercommunal ne dessaisit pas non plus le maire, parce que c'est souvent non. l'inquiétude effectivement qu'on peut voir. Sauf qu'il va falloir que l'articulation opérationnelle du PCS intercommunal avec sa déclinaison communale fasse en sorte que, au moment où on est en crise et où il n'y a plus le temps de discuter de qui fait quoi, le maire soit bien de manière absolument incontestable et incontestée en première ligne. C'est ce que je crois. Donc c'est du Oui, réglage, mais il faut le regarder. bien sûr. La crise, en tout cas, si vous permettez, monsieur le député, a fait apparaître quand même une réalité territoriale qui a amené des acteurs à émerger. Les départements, Philippe vous le signalez, les régions, dans le cadre du soutien économique, on a vu des initiatives assez intéressantes, les régions qui se sont mobilisées pour l'approvisionnement en masques, les départements, hein, je crois que la première partie de la crise, ça a été vraiment de gérer le seul angle sanitaire. Et très rapidement, on a vu que ces acteurs émergents, départements, régions, les entreprises qui ont joué un véritable rôle dans la pédagogie auprès des salariés ont été efficaces quand les initiatives sont sorties de ces acteurs-là. On peut imaginer demain qu'un cadre défini les encourage à s'inscrire dans une réponse territoriale en matière de santé publique. Et dans la santé publique, les collectivités ne sont peut-être pas suffisamment reconnues. Et quand on parle de santé publique, il est une question éminemment importante, et on le vit avec le Covid, c'est la question de la gestion d'une situation de crise liée au sanitaire. Peut-être que le fameux projet de loi 4D, si voit le C'est ce que jour, j'allais dire. mais C'est vous ce devez que en j'allais savoir dire. plus que moi, monsieur Vieira. Sur l'arrivée du projet de loi 4D au Parlement, malheureusement non. Je sais qu'il est attendu un peu comme le Messie, mais je suis incapable de vous donner la date de sa naissance. Sans badiner, la ministre Gouraud dit qu'elle aimerait qu'il puisse être examiné par le Sénat avant l'été. Je suis un peu dubitatif là-dessus. Mais par contre, je pense effectivement que c'est le véhicule législatif adéquat pour donner aux collectivités locales et y compris bien entendu les départements la capacité à se saisir de ces sujets et à s'en saisir dans un environnement juridique et législatif un peu plus stabilisé qu'il ne l'est actuellement, parce que la grosse difficulté qu'ont rencontré la plupart des décideurs locaux, c'est qu'ils avaient la volonté de faire et naturellement de bien faire, mais se poser quand même à un moment donné la question de la responsabilité, puisqu'une fois que la décision est actée, il faut savoir qui en assume les conséquences si jamais quelque chose ne se passe pas comme on le souhaite.
Je vais prendre tout de suite parce qu'on a, comme je vous disais, on a pas mal de questions et je ne voudrais pas frustrer nos internautes. Donc, une première question très pratique. Je pense que ça se réfère au début de votre intervention, François Giannocaro. Comment conseillez-vous un accompagnement par une AMO, assistance à maîtrise d'ouvrage, pour la rédaction du PCS? Écoutez, c'est une Ou est-ce question que qui c'est plus revient simple que ça? régulièrement. Le meilleur compliment qu'on ait pu faire à mes équipes à l'IRMA, c'est les collectivités qui nous disaient on a demandé un accompagnement de l'IRMA et vous nous avez fait travailler. On se rend compte qu'on a travaillé nous-mêmes. Oui, la réalité, je le répète, elle est organisationnelle, managériale. L'enjeu, c'est d'aboutir au moyen qu'est le plan communal papier, mais le gros travail, c'est de préparer le facteur humain à se saisir de l'outil d'aide à la décision, quel que soit le type de situation, en faisant ces volets spécifiques, comme on vient de l'évoquer tout au long de cet atelier. Donc, le cas échéant, vous pouvez faire appel au secteur marchand, mais il faut être vigilant dans la rédaction du cahier des charges de manière à bien baliser la façon dont l'opérateur vous accompagnera. Ça veut dire un élu porteur, un agent dédié à la mise en place du plan communal, à son maintien opérationnel parmi les effectifs des fonctionnaires, parce que c'est ça qui va garantir le maintien opérationnel dans la durée. C'est lui qui va proposer des plans d'action, de mise en œuvre de formation, etc., etc. Soyez vigilants. À l'IRMA, on dispose de cahiers des charges type qu'on peut mettre à disposition. Merci. Une autre question liée à l'actualité, parce que c'est vrai qu'on a eu une présentation d'un plan cybersécurité par le gouvernement il y a peu de temps. On sait que malheureusement en 2020, il y a eu un accroissement très important. Donc, peut-être plutôt à Arnaud Viala, faut-il lier aussi PCS et cybersécurité? Ça relève aussi un peu de ce que vous disiez tout à l'heure. Le PCS ne traite pas les choses tant qu'on n'y est pas confronté de façon importante. C'est vrai que c'est peut-être pas la chose qu'il traite le plus aujourd'hui, mais est-ce que demain et assez rapidement, il faudrait qu'il le traite aussi, ce risque-là? Oui, je pense. Je pense Mmh. qu'effectivement, le PCS doit être beaucoup plus englobant le risque sur la cybersécurité. Alors, on a bien vu tout ce qui a été engendré comme modification des habitudes de travail, que ce soit d'ailleurs au niveau national ou au niveau local, et donc le recours à des outils nouveaux. Et je pense qu'effectivement, il faut que ça englobe la question de la cybersécurité. C'est pas du niveau du PCS, mais ça s'est posé aussi dans les collectivités. Vous l'avez évoqué, on est resté longtemps avec des assemblées municipales un peu bancales parce qu'il y avait des élus de l'ancien mandat qui continuaient d'exercer des responsabilités. On a aussi vécu un début de mandat municipal et je faisais référence au niveau national et la même chose à l'Assemblée nationale, au Parlement, où on n'avait aucun moyen pour procéder tout simplement à des votes en l'absence de réunion physique. Et on a fini par prendre le risque de convier des élus dans des salles avec tout un tas de mesures barrières sans vraiment connaître la gravité de ce qu'on leur faisait courir comme danger pour leur santé, pour procéder à des votes, pour installer des conseils municipaux, pour décider de choses très, très pragmatiques. Donc on a un vrai sujet. Une autre question, j'ai envie de dire, ce serait plutôt une opinion. Ça rejoint ce qu'on se disait tout à l'heure sur l'échelle intercommunale. Donc, je sens ressurgir un peu toujours je dirais pas ce conflit, mais bon, un peu cette tension entre communes et interco, où un internaute dit le PCS doit rester communal, mais les moyens de l'agglo, de l'intercommunalité, doivent être mis à la disposition des communes concernées. C'est la réalité. Et je crois que dans la proposition du député Matras, hein, la proposition de loi 3162, il est deux enjeux dans ce projet d'article qui imposerait les plans communaux, les plans intercommunaux de sauvegarde. Le premier, c'est de faire en sorte que les intercommunalités, dans ce travail de planification, concourent au maintien opérationnel des plans communaux de sauvegarde, tout en se préoccupant de la responsabilisation individuelle et collective à travers l'information préventive des populations. Deuxième point essentiel, c'est que dans ce travail de planification, l'intercommunalité se légitime à opérer en soutien au pouvoir de police des maires et du préfet, dans une espèce de triangulaire où les moyens de l'intercommunalité, de par la mutualisation,
concourent à optimiser l'efficacité de l'alerte comme des moyens qui seraient dépêchés sur les communes sinistrées avec le concours des communes qui ont un potentiel logistique en soutien à ces communes sinistrées. Voilà la triangulaire. Merci. Une question, alors peut-être plus pour Arnaud Viala, parce qu'on a beaucoup parlé des ARS avec plutôt une tonalité assez critique. Donc là, quelqu'un me pose une question en rentrant dans le détail de ce qu'on expliquait tout à l'heure, hein, la nécessité d'un volet pandémie dans son PCS. Donc la question est de dire, l'interlocuteur côté État doit j'imagine, être l'ARS. Problème, les relations ne sont pas très fréquentes et très bonnes avec elle. J'imagine que c'est effectivement un lien avec l'ARS paraît indispensable sur ce volet-là. Donc ça rejoint un petit peu, je sais qu'à l'Assemblée, l'Assemblée c'est quelque chose que vous traitez fréquemment. Je crois qu'il y a une mission même spécifique. Moi, je vais vous faire une réponse qui est issue de mon expérience aussi de parlementaire. Je pense que la vraie difficulté, c'est pas tellement le lien entre l'ARS et les élus locaux, c'est le lien entre l'ARS et l'État local. L'ARS, il faut bien le comprendre, est une agence. C'est un peu un État dans l'État. Donc, je suis conscient qu'en disant ça, je m'attirerai les foudres de certains responsables d'ARS, mais peu importe. Et pour être pragmatique, pour illustrer cela, un préfet de département aujourd'hui, y compris dans la phase de crise qu'on a vécue, a parfois d'énormes difficultés à obtenir de l'ARS des informations, parfois même simplement factuelles. Donc, on a ce premier sujet, c'est aussi un sujet législatif. Je pense que si on veut rendre beaucoup plus opérationnelle la réponse territoriale aux enjeux sanitaires et en l'espèce à une crise sanitaire telle que celle que nous vivons, il va falloir repenser la gouvernance des ARS pour que les territoires au sein des ARS aient un droit de cité et une interaction beaucoup plus efficace. Si je peux ajouter un élément sur ce qu'on a vécu, sur cette question qui est posée, et elle est bien posée, c'est que tant que le ministère de la Santé, à peu près au 2 avril 2020, a piloté les opérations, son organe sur le terrain, c'était les ARS. Mais on a constaté qu'elle n'avait pas d'expérience dans la gestion de l'urgence. L'ARS, elle gère des budgets, elle gère des affectations, des établissements. Et si la commission Castex a proposé à partir du 20 mai de mémoire de revenir sur le couple préfet-maire, c'est pas anodin. Parce qu'au niveau territorial, c'est encore le préfet qui a des pouvoirs de réquisition, c'est encore les maires qui peuvent mettre en œuvre des actions coordonnées en appui à la réponse préfectorale. C'est pas anodin que cette proposition ait été entendue par le Premier ministre. Toute autre question qu'on avait déjà eue lors de notre précédente webconférence sur l'histoire des moyens. Donc, des moyens pour mettre en place un PCS, mais également une personne insiste de dire, vous parlez des exercices, entraînements, tout ça quand même a un coût, que effectivement plus difficile pour des petites que des grandes collectivités. Et la question, je crois qu'on nous l'avait déjà posée aussi, est-ce que des aides financières de l'État sont prévues? Je pense que alors, je vais faire une réponse, si vous permettez, monsieur le député, dans une réponse dans le cadre global. Aujourd'hui, si notre institut existe en Auvergne-Rhône-Alpes, avec les modèles économiques qu'on a pu développer pour mettre en œuvre nos actions, c'est de faire en sorte que nos territoires ruraux puissent bénéficier de services d'accompagnement, entre parenthèses, gratuits pour le niveau communal. Donc, on fait de l'ingénierie économique côté IRMA pour que sur les niveaux supra, départements, intercommunalités, conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, eh bien, on mobilise des crédits de manière à inventer des parcours de formation territorialisés qui permettent à nos élus ruraux de pouvoir bénéficier de sessions d'entraînement gratuits. Alors, avec une autre dimension, c'est que les grandes collectivités payent une prestation, ce qui nous permet, nous, associations, de pouvoir faire encore plus d'actions sur les territoires ruraux. On a aussi les gestionnaires de PAPI, pardon pour l'acronyme, qui nous sollicitent pour faire en sorte qu'on généralise les entraînements, les exercices. C'est bien la finalité
de toute la démarche, préparer le facteur humain à faire face à des crises. C'est pas du papier, c'est pas du document, hein. L'enjeu, il est là. C'est faire en sorte que demain, nos équipes municipales renouvelées se saisissent de situations critiques, qu'elles soient subies, prévisibles, durables. Je vais juste vous les citer parce que malheureusement, il est déjà plus de midi, il va falloir qu'on arrête d'ici peu. Mais je vois que nos échanges sur les ARS ont suscité pas mal de réactions. Une, notamment, repenser la gouvernance de l'ARS est une erreur que nous subissons depuis 10 ans sur les territoires. Une autre remarque, question. Je n'ai pas compris le sens de celle-ci. Vous pouvez Je pense qu'elle est, repasser. je pense qu'elle est un petit, si je me permets par rapport à l'internaute, je pense qu'elle est mal posée. Je pense que qui veut dire par là que dès le départ, on aurait dû avoir une gouvernance peut-être plus ouverte. C'est ce qui est réclamé aujourd'hui et si ce fameux projet de loi 4D voit le jour, c'est l'idée notamment d'avoir un poids ou un rôle des collectivités dans cette gouvernance. Je pense que c'est ça qu'il voulait dire. Oui. Et l'autre question, l'ARS est-il un échelon administratif de plus? Est-il indispensable de le maintenir? Donc là, c'est encore plus dur, c'est de savoir si c'est utile et si ça ne pourrait pas être géré au niveau de, c'est ce qu'on entend parfois, au niveau du préfet. Arnaud Viala, je ne sais pas ce que vous en pensez. Réaction courte, si c'est possible. Je ne pense pas qu'on puisse imaginer supprimer complètement les ARS. En revanche, à modifier la gouvernance et le rattachement local, je l'ai déjà dit, c'est essentiel. Je crois aussi qu'il faut réfléchir à leur spectre d'action. Je ne veux pas aller en dehors du sujet qui est celui d'aujourd'hui, mais par exemple, la gestion sanitaire de la crise a été très centrée sur l'hôpital public. Peut-être eût-il fallu qu'à travers les ARS, on ait une vision beaucoup plus large et notamment que la médecine privée et aussi l'hôpital privé, les cliniques, soient davantage mobilisés, sollicités. Merci. Comme je vous disais malheureusement, et désolé auprès des internautes pour lesquels je n'ai pas pu reprendre leurs questions, mais c'est vrai que c'est toujours un peu frustrant et on court toujours un peu après le temps. Donc, je vous signale que vous allez recevoir très très rapidement un mail avec le replay de cette émission. C'est également utile pour les personnes inscrites qui n'ont pas pu la suivre en tant que telle. À voir aussi qu'il y aura un dossier documentaire qui sera joint au lien du replay, où notamment vous pourrez retrouver la présentation de François Giannoccaro. Et si je ne dis pas de bêtises, l'ouvrage dont vous parliez tout à l'heure, et je crois qu'on pourra on aura un lien également pour y accéder, François. Les équipes de Weka veillent au grain et dans tous les cas, côté SMAC et IRMA, on relaiera également l'information. D'accord. Donc, du côté méthodologie, effectivement, ce guide peut vous aider. Et à nouveau, merci à notre partenaire SMAC l'assurance. Et je tiens à vous remercier tous les deux. Désolé pour un peu cette course contre la montre, mais vraiment un grand merci à vous. Et je vous Merci à vous. À très bientôt. Merci Merci. beaucoup. Bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir.